Sommet et Collet, le balado du 1er mars 2023. Si tu n'as pas hérité du sentiment d'urgence de vivre, eh bien lui, c'est tout le contraire. Multiples entreprises, multiples randos et ascensions, on l'écoute nous en témoigner. François-Guy Thivierge. Sommet et Collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Eh bien, salut toi, randonneur. Je me présente Alexis Nantel. On m'appelle Alexis le randonneur. Je suis animateur, chroniqueur, auteur et, évidemment, randonneur. Plus de plus à alexislerandonneur.com. Salut mon ami Sylvain Bouchard. Bonjour mon ami Alexis. Tu nous jases de quoi dans ton segment Collet aujourd'hui? La guerre, pas une raison pour se faire mal. Tu vas nous parler de Lager. Oui, la Lager, dites-le comme vous voulez. Il y a deux familles de bières, les Ale et les Lager, et c'est des Lager que je vous parle aujourd'hui. Ben génial. Alors, on te retrouve tantôt. Pour le moment, moi, je vous fais l'intro sur notre invité, une petite portion de sa bio, et j'insiste sur la petite portion parce que je pouvais pas tout dire, mais lui, il va nous en dire un petit peu plus tout au long de cette heure. Alors, il fait partie, lui, des quelques 30 aventuriers à travers le monde à avoir complété le Grand Slam des explorateurs. C'est quoi ça? Eh bien, ça consiste à gravir les 7 plus hauts sommets des 7 continents et atteindre en ski aussi les 2 pôles du globe. Il compte à son actif plus de 3000 ascensions à travers le monde. 3000. Moi, je capote. En 93, il ouvre le premier centre d'escalade intérieure au Québec, le Rock Gym. Il a reçu la prestigieuse médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec en novembre 2014 pour l'ensemble de sa carrière et de ses exploits. Salut François-Guy. Salut Alexis. On te rejoint au bout du fil. Tu as eu un empêchement de dernière minute, trop occupé dans tes activités professionnelles, mais tu sais, on te prend pareil. On est bien content de t'avoir. Merci beaucoup. Écoute, t'es un gars originaire de Québec. Oui. Ta famille complète vient de là. Toi, c'est vraiment ton patelin. Ton patelin, c'est le bon mot. Oui. Je suis né à Sainte-Foy, puis j'ai grandi à Cap-Rouge. Et t'es né dans une famille amoureuse du plein air. Raconte-moi un petit peu comment ça se passait jeune. Ben dans ma rue, tous les jeunes jouaient au hockey, au baseball, puis ça mangeait de la poutine. Mais nous autres, les fins de semaine, on partait puis on allait au chalet de ski au Mont-Saint-Anne. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des activités de montagne, le ski alpin l'hiver, puis la randonnée l'été. Puis graduellement, je suis allé dans des camps d'été aussi. Puis dans le New Hampshire pour apprendre l'anglais. Puis c'est comme ça que j'ai découvert l'escalade, puis la randonnée, le camping avec le petit poêle, puis se faire à manger en camping, puis toutes ces choses-là. J'ai appris ça dans le coin du Mont-Washington, dans le New Hampshire, les étés. Ouais. Mais là, t'es jeune là, quand ça commence. Là. Tes premières expériences, t'as quoi? T'as 5-6 ans? Oui, je suis allé dans des camps là, à partir de 8, 9, 10 ans. Mon père est décédé quand j'avais l'âge de 9 ans. Il est décédé noyé accidentellement. Moi, j'avais juste 9 ans. Il y en avait 34. À partir de ce moment-là, ma mère s'est retrouvée avec 3 enfants, mais elle a continué de nous envoyer dans des camps d'été puis à nous partager la passion pour la montagne, le ski, et puis on a continué d'aller au chalet familial. Là, dans ces camps-là que tu as pu faire aux États-Unis, tu as appris un paquet de choses, des choses de base comme comment charger son sac à dos quand on part en rando. Tu me parlais de réchaud tantôt pour le camping, j'imagine. Alors, tu apprends un paquet de trucs là, du genre pour te faire les dents. Ben oui, c'est sûr que étant jeune et aventurier, on avait des Wilderness Challenge. Donc, moi, je prenais toujours le volet expédition du camp. Fait qu'on préparait nos sacs, on faisait nos équipements de camping, les matelas de sol, les sacs de couchage, comment se nourrir en forêt, faire des feux, comment construire des abris, faire de la survie en forêt,
s'orienter avec des boussoles. Ça, j'ai tout appris ça entre 8 et 13-14 ans. Tu as vu donc une véritable évolution parce que tu me parlais de l'équipement. Ça n'a plus rien à voir déjà aujourd'hui là, avec ce que tu as expérimenté à cette époque-là. Ben, c'est sûr que les choses ont changé énormément. C'est comme moi, quand j'étais jeune, on avait appris à compter puis à multiplier avec des tables des matières, puis apprendre à compter. À un moment donné, il y a eu des calculatrices, mais c'est la même chose avec les boussoles. Maintenant, on est rendu avec des GPS. Puis tous les équipements d'escalade ont beaucoup évolué aussi à travers ça. Puis les équipements de ski, les équipements de plein air. Donc, moi, j'ai vu l'apparition des premiers manteaux en Gore-Tex, tu sais, puis ça m'a toujours fasciné de voir l'évolution du plein air, comment ça s'est développé au cours des 40 dernières années. Ça a été donc la naissance d'une passion à cette époque. Tu faisais beaucoup de rando. C'était la base de l'ensemble pas mal des activités de plein air que tu effectuais à ce moment-là? Oui, bien, c'est sûr que la randonnée, c'est comme la genèse de la passion pour la montagne. Ça a été pour moi les premiers balbutiements d'expédition, c'était en randonnée dans le mont Washington, puis au mont Saint-Anne, puis dans Charlevoix. Puis graduellement, l'hiver, je me suis mis à faire du ski de fond, mais c'était comme le prolongement du mouvement d'une randonnée. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'hiver faire du ski de fond parce que c'est comme une randonnée, mais avec un bonus, une glisse. Ouais. Donc, il y a un kick, mais il y a aussi une glisse. Donc, au lieu de parcourir 15 km de randonnée, ben, on est capable, avec la glisse, de parcourir 30, puis 40, puis 50 km dans sa journée. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai développé mes aptitudes en cardio. Pour ça que mes pulsations cardiaques sont restées basses. J'ai un bon cardio. Je développe mon cardio depuis que je suis jeune. Fait que c'est ça qui fait que je suis préparé à gravir des montagnes. Puis que c'est comme ça que graduellement l'escalade est apparue aussi. Puis l'escalade, mais c'est le prolongement aussi de la randonnée. Parce qu'on commence par marcher sur le plat. Après ça, on escalade des escaliers de roches. Puis graduellement, on va s'agripper sur des parois plus verticales. Puis c'est comme un prolongement de la randonnée, mais en plus sport extrême. Fait que c'est toute partie de la randonnée, mais j'ai comme développé des moyens pour explorer les montagnes de plus en plus difficiles. Donc, tout un parcours, puis on va le dresser, ce parcours-là, tout au long de notre échange. Mais là, moi, j'ai une petite soif là, qui, justement, se dresse à l'horizon. Ça tombe bien. Ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut. Ben, parfait. Moi, en tout cas, dans ta sélection Unibrou, ouais. Je prendrais une petite saison libre. Saison libre. S'il te plaît. Ça va bien, c'est très rafraîchissant, même si c'est pas la saison des saisons. Non. Non? Puis moi, je vais y aller avec une fin du monde. Génial. Puis toi, de ton côté, François-Guy, ben j'ignore ce que tu as au bout des lèvres, mais santé. Santé. Alors, pendant que Sylvain complète le service, je vais faire comme j'en ai pris l'habitude cette année de faire une petite promo pour ma boutique. Je voulais vous parler des guêtres Catoula. Là, c'est la période qui s'en vient boueuse au niveau de la rando, tranquillement pas vite, avec l'arrivée du printemps, la fonte des neiges, mais il y a beaucoup de sentiers qui demeurent ouverts parce que les nouveaux sentiers sont mieux construits que ce l'était auparavant. Donc, on peut randonner même au printemps, puis je vous invite à continuer de le faire. De bonnes bottes, on évite d'élargir les sentiers, on reste par contre dans l'eau, mais pour ça, ça prend de bonnes guêtres, pour éviter que l'eau rentre à l'intérieur et la boue. Et les guêtres Catoula que j'ai actuellement sur mon site, que je t'offre, sont vraiment géniales pour ça parce qu'elles sont courtes puis sont pas chaudes. Donc, ça va être parfait pour le printemps. J'ai les Instagator qui sont courtes et les Renagator qui sont disons, moyennes pour la rando printanière. Alors, je t'invite à aller voir ça. Randonneur.ca pour tous les détails. Alors là, on poursuit, François-Guy, ensemble. Je voulais revenir, t'en as glissé mot dès le départ, la tragédie qui a changé ta vie, en fait, le décès de ton père lorsque tu avais 9 ans.
Toi, tu as décidé de transformer ce moment-là tragique vraiment en quelque chose de positif. Tu as décidé de mordre dans la vie. Et c'est ce que ça t'a apporté, cette épreuve. Oui, une genre d'ADN là, que je pense que c'est effectivement cette perte-là, paternelle-là qui m'a dit, écoute, c'est comme il faut que tu t'acceptes que la vie peut s'arrêter brutalement, comme j'ai eu à l'âge de 9 ans la rupture comme ça. Puis ça me dit, il faut que tu profites de la vie au maximum, puis que tu fasses de ta vie les choses que tu veux réaliser comme si tu allais mourir dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, j'ai toujours ce goût de vivre-là comme si il fallait que j'en profite comme si demain j'allais mourir. Donc ça, c'est mon ADN, c'est que quand je vais faire des montagnes, c'est vraiment pour vivre intensivement. Puis j'ai assez de sagesse pour être capable de connaître mes capacités puis savoir dire non puis redescendre si je vois qu'il y a du danger. Mais par contre, je suis quelqu'un qui aime l'adrénaline, j'aime une vie intense, puis c'est comme un film d'action, ça passe vite, puis la vie passe vite quand tu es occupé. Encore plus, oui. Tandis que la vie passe pas vite quand tu es assis à un banc d'attente ou une salle d'attente là, dans une urgence, tu regardes un horloge ou tu es devant un film qui est long, puis qui est plate, mais ça perd du temps, puis c'est long, puis tu t'endors. Donc, moi, j'ai choisi de vivre une vie active, puis qui est une vie d'action intense. Certains diront par les exploits que tu as réalisés, les défis que tu as surmontés, que tu as mis en danger ta vie à plusieurs reprises. Comment tu vois ça, toi? Parce que oui, il y a mort dans la vie, mais est-ce qu'on veut se mettre à risque tant que ça? Ou d'abord, est-ce que toi, tu le vois de cette façon-là? Bien, en fait, si on est toujours prudent, même dans les sports extrêmes, il peut arriver des accidents banals là, en dehors des activités de sport extrême. N'importe quelle activité de la vie comporte des risques. Moi, j'ai toujours dit, vaut mieux profiter le plus possible d'activités de sport extrême de façon sécuritaire pour avoir une vie remplie d'émotions, de sensations fortes, puis de belles histoires à raconter. Mais l'objectif, c'est pas de monter la montagne, c'est de revenir vivant. Tu sais, fait que ça, c'est sûr que pour moi, il y a toute la notion de vivre longtemps. Là, tu sais, je veux pas mourir jeune comme mon père. Là, tu sais. Tu veux en profiter davantage. Fait que tu restes dans l'esprit vraiment de mordre dans la vie. Oui. Faut mordre dans la vie comme dans une pomme avant que tu n'aies plus de dents. Il faut que tu en profites maintenant. Oui, absolument. Écoute, moi, je veux revenir en arrière. Écoute, tu as fait bien des trucs, mais disons, un de ces défis-là qui m'a toujours marqué, c'est la fois où tu as escaladé un iceberg en plein Atlantique Nord. Si je me trompe pas. Ça m'a toujours fasciné, ça, que tu te sois lancé là-dessus, parce qu'évidemment, là, c'est un endroit où il y a beaucoup de risques, on va se le dire. L'iceberg peut basculer, il peut casser, il peut fendre, il peut arriver bien des affaires, puis c'est pas un petit iceberg, là, ça avait quoi? Écoute, peut-être l'équivalent de 2-3 triplex de haut, là, quelque chose comme ça? Oui, en fait, là, la majorité des Québécois vont partir en avion 2500 km pour aller passer 2 semaines dans le sud. Ben, moi, j'ai pris l'avion 2500 km pour aller au nord, puis d'aller escalader des icebergs au large du Groenland. C'est un endroit magique. C'est là que se forment les plus gros icebergs au monde. C'est sûrement là que s'est formé le iceberg que le Titanic a heurté. Parce que c'est là qu'ils se forment les plus gros icebergs au monde. Dans l'océan Arctique, dans la baie de Disco, il y a comme un fjord, puis la langue du glacier va s'écraser dans l'océan, puis c'est là qu'il casse, puis qu'il devient flottant sur l'océan.
puis qui se forment les plus gros icebergs au monde. Fait que là, nous, on savait ça, on est allé là pour ça, escalader des icebergs, puis là, on a marché le long du fjord, puis on a loué une embarcation, un Zodiac, puis là, on s'est approché de ces mastodontes de glace-là, puis on a choisi un des plus beaux icebergs qui semblait le plus lisse, le moins fracturé, le plus compact. Puis c'est là qu'on s'est approché, puis qu'on a accosté sur l'édifice de glace de 10 étages. Ben, plus que ça, ça faisait 50 mètres de hauteur. Mais en dessous de l'eau, il est encore plus grand. Il y a 80% de l'iceberg dans l'eau, puis il y a 20% qui est sorti de l'eau. Donc, c'est gros, c'est immense, c'est incroyable. Puis c'est démesuré. Puis c'est là qu'on développe beaucoup le respect puis l'humilité face à la nature. Puis au cours de mon ascension, je grimpais. Puis là, à un moment donné, j'ai mis ma première vis. Puis ça a fait une fracture, puis un bruit tellement immense. C'est comme si je réveillais un dinosaure endormi depuis 2 millions d'années. Wow. C'était complètement capoté. Wow. Fait que là, c'est comme si j'y enfonçais une aiguille dans la colonne vertébrale, tu sais, et qui s'est réveillé. Fait que j'ai eu peur, là. J'ai encore des frissons juste à raconter l'histoire. Je comprends. Mais vous étiez... Excuse-moi. J'ai fini mon ascension, puis là, j'arrive en haut, je vois la vue de tous les autres icebergs voisins. C'était comme si j'étais au sommet d'une montagne, puis que je voyais une vue spectaculaire au sommet de l'Himalaya. Mais t'es au milieu d'un océan. J'avais un rêve incroyable d'escalader un iceberg. Ça s'est jamais fait, ça, dans le monde, d'escalader des icebergs. En 2001, j'ai été le premier humain à escalader des icebergs au large du Groenland. Puis, lors de la descente, ben là, je voulais pas laisser des vis en haut, fait que j'ai fait un Abalakov. J'ai passé mes cordes dans la glace, je suis redescendu, mon compagnon en premier, puis en deuxième, je descends, puis pendant ma descente, le iceberg voisin s'est écroulé. Un immense bloc de 10 étages est tombé dans l'océan. Ça l'a fait une vague grosse comme un tsunami. Mes compagnons en bateau se sont comme sauvés, ils ont esquivé la vague, puis finalement, 10-15 minutes après, sont venus me chercher, accrochés sur mon fil accroché sur un iceberg. Ça a été un des moments les plus forts de ma vie, avec l'ascension de l'Everest, bien sûr, puis compléter la collection des 7 sommets, mais d'aller escalader un iceberg au large du Groenland, pour moi, ça a été comme un voyage exotique au niveau arctique, polaire, quelque chose d'unique, au niveau culturel aussi avec les Inuits. Et si tu me permets, j'allais justement te poser la question. Vous étiez combien à ce moment-là? Avec qui tu as fait l'expédition? On était 3. J'étais avec Luc Vincent Savard puis Jean Boutin, un cinéaste. Puis on a vraiment fait un film, un documentaire à cette époque-là sur cette ascension-là. Et puis, écoute, ça a été... c'est incroyable. Et donc, vous arrivez, vous êtes 3, à une place où les gens ne sont jamais allés pour faire ce que vous vous apprêtez à faire. Les locaux, là, quand vous dites on se loue un Zodiac puis on s'en va monter un iceberg, ils disent quoi? Comment ils vous reçoivent? Ils disent non, vous êtes fous, parce que il n'était pas question, personne ne voulait venir nous reconduire ou nous guider. Parce qu'il y avait trop peur d'approcher les icebergs avec leur bateau de pêche. Nous autres, on se promenait dans la marina avec tous les pêcheurs, puis on leur demandait, on vient faire un film, puis ci, puis ça, puis on aimerait ça avoir un pêcheur qui nous amène voir des icebergs, puis on aimerait ça les escalader, puis accoster des icebergs. Et là, il y avait toute peur, parce que dans leur famille,
ils ont tous des pêcheurs qui sont morts en bateau à cause qu'un iceberg a fait des grosses vagues puis sont tombés en bas du bateau. Fait que c'est comme une cause assez... Perdu. fréquente. C'est une cause de mortalité fréquente là-bas, les icebergs qui font chavirer les bateaux. Puis là, il y a 3 comiques qui arrivent du sud, qui disent « Hey, nous autres, on s'en vient monter ça, cette patente-là. Wow! » Ouais. Mais ça a donné le goût à bien du monde. Après ça, il y a eu pas mal d'autres personnes qui sont allées. Puis j'ai revu après ça des films. Si vous faites, mettons, sur Google, François-Guy Tivierge escalade un iceberg, là, vous allez voir la partie du vidéo où ce que le iceberg voisin se détache puis qui fait une vague grosse comme un tsunami. J'ai déjà vu ça et effectivement, je m'étais dit, non, mais quelle bande de téméraires. Puis là, j'y parle, j'en reviens pas. Là, t'es poli, là. Oui. Bon, on va inviter les gens à aller voir ça. Oui, ça vaut la peine. Alors, on va passer, tu parlais de ta collection des 7 sommets les plus hauts de chacun des 7 continents et les pôles. C'est une chose de les faire, mais toi, tu les as fait dans un temps record. Quand même. Alors, explique-nous un peu, ça a été quoi la démarche au départ, puis une fois que tu t'es lancé, comment tout ça s'est enchaîné? Ben, en fait, à la base, moi, je suis un grimpeur. Un grimpeur de rochers, un grimpeur de glace. J'ai une école d'escalade. J'enseigne l'escalade. Je suis propriétaire du Rock Gym. Et j'ai toujours été très, très proche de la partie escalade, mais pas en altitude. Je faisais des escalades de glace aux Chutes Montmorency, dans Charlevoix, des escalades de rochers, puis des voyages d'escalade de rochers, des voyages d'escalade de glace, mais jamais, j'avais pensé un jour faire de la très haute montagne, mais à un moment donné, avec le développement de mes sports d'endurance, le ski de fond, le cardiovasculaire, je me suis dit, pourquoi pas compléter mes expéditions puis tenter de faire des plus hauts sommets. Fait que j'avais quand même fait plusieurs ascensions de 4000 le Mont Blanc, puis des choses comme ça, puis des ascensions dans les Rocheuses canadiennes à 3000 puis à 4000 mètres. J'en avais fait plusieurs. Mais c'est vraiment dans les années 90 que là, je suis allé grimper le Mont Bagirati avec Serge Angelucci. Puis là, bon, là, à un moment donné, l'appel de l'Everest est apparu parce que mon ami Yves Laforêt, qui était le premier Québécois à avoir fait l'Everest en 91, ouais. Un bon ami à moi avec qui je faisais de l'escalade, puis il était pas gros, Yves Laforêt, il était très mince, là. Puis moi, je me disais que, dans ma tête, je me disais pour les montagnards, c'est pas des personnes qui ont nécessairement la shape là d'un grimpeur mince, là. Fait que je trouvais que la physionomie d'un grimpeur de montagne, il fallait qu'il soit assez costaud, un montagnard. Puis Yves Laforêt revient, puis il dit, François-Guy, l'Everest, je suis sûr que tu serais capable de faire ça. T'es fort, t'es cardio, tu fais plein de sport. Puis il m'a mis ça dans la tête un peu. Fait que là, les années passent, puis j'ai d'autres amis québécois qui vont à l'Everest. Puis les années passent, puis là, à un moment donné, je me dis, je veux pas rester le spectateur de l'accomplissement des autres. Moi aussi, je veux essayer le Mont Everest. Fait que j'ai commencé par aller tester ma condition physique puis l'altitude sur l'Aconcagua. Puis là, après ça, ça m'a donné vraiment une confiance en moi. Puis j'ai dit, OK, l'altitude, ça me dérange pas trop au niveau physiologique. Fait que j'ai enchaîné avec le Kilimandjaro, le deuxième sommet que j'ai fait dans la collection des 7. Puis là, je me prépare pour l'Everest. 2008 arrive, c'est la fête du 400e de la Ville de Québec. La Ville de Québec me remettre le drapeau des fêtes du 400e pour que j'aille planter le drapeau des fêtes du 400e de la Ville de Québec au sommet du Mont Everest. Fait que à ce moment-là, j'ai comme un soutien financier de plusieurs partenaires, de commanditaires.
Puis là, je pars effectivement pour le Mont Everest la même année, après le Kilimandjaro. Puis j'atteins le sommet du Mont Everest. C'est toute une épopée. Ça dure 53 jours, l'ascension du Mont Everest, parce que faut que tu atteignes le camp de base après 10 jours. Après ça, tu es quasiment une semaine de repos au camp de base. Après ça, une semaine pour atteindre le camp 1, revenir. Une semaine pour atteindre le camp 2, revenir au camp de base. Une autre semaine pour aller t'acclimater au camp 3 puis revenir au camp de base. Puis là, finalement, les semaines passent, puis la patience devient de plus en plus à bout, comme on dit. Mais la saison de l'Everest dure 2 semaines. Il faut s'acclimater un peu avant. Puis la fenêtre de beau temps, elle dure 2 semaines. Puis au mois de mai 2008, l'Everest a été fermé à cause que les Chinois ont fermé l'Everest pendant les Jeux olympiques parce qu'ils voulaient pas que personne d'autre qu'eux autres montent l'Everest pour planter le drapeau chinois. Fait que pendant 12 jours, on était comme prisonniers au camp de base avec des Chinois qui encerclaient le camp de base, puis là, on pouvait pas monter. Ils voulaient pas qu'on monte. Fait qu'on a attendu, puis là, finalement, il y a eu une fenêtre de beau temps qui s'est ouverte à moi entre le 18 et le 24 mai. On en a profité. Puis c'est là qu'on a fait un one push d'une semaine. J'ai atteint le sommet de l'Everest le 22 mai 2008 à 5h30 du matin. Et puis, tu sais, au départ, je pensais pas réussir, mais je me suis toujours dit, je vais au moins me rendre jusqu'au camp 1. Si ça marche pas, j'abandonnerai. Mais finalement, ça a marché. Je me suis rendu au camp 2, ça a marché. C'est d'y aller étape par étape qui a fait que j'ai réussi, parce que quand tu arrives au camp de base de l'Everest puis tu vois l'Everest devant toi, tu te dis c'est pas un film, là, t'es pas en train de regarder là un film là avec montage, là. C'est toi qui es devant l'Everest pour vrai, là. C'est ça, c'est du vrai, là. Il y a rien de plus vrai que ça, là. T'étais là, puis tu te testais, toi, comme être humain, comme grimpeur aussi. Écoute, toute une aventure. Je me rappelle très bien, d'ailleurs, de ce 22 mai 2008. C'est quoi les autres sommets, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, pour compléter la couronne des 7 sommets? Bon, tout de suite après, j'avais vent dans les voiles. Je suis allé au Mont Vinson en Antarctique. J'en ai profité pour skier jusqu'au pôle Sud. Je suis resté 55 jours là en Antarctique là au mois de décembre, du 15 décembre au 15 janvier et des poussières 22 janvier, genre une affaire de fou. Et puis j'ai dormi tout ce temps-là dans des tentes à moins 35. Ça a été pour moi une belle épreuve de vivre dans les pas des grands explorateurs qui sont allés en Antarctique. Puis pour moi, c'était vraiment une chance que je puisse vivre ça. J'avais des beaux partenaires. Par la suite, je suis revenu, je suis allé au Mont McKinley en Alaska. Puis par la suite, je suis revenu, puis là, je suis reparti tout de suite au Mont Elbrus en Russie. Puis j'ai terminé avec la pyramide de Karsten en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout ça en l'espace de 2 ans et 10 mois. Fait que c'est à l'époque, j'étais dans les plus rapides là à faire les 7 sommets. Puis les 7 sommets, pour moi, ben c'est une belle collection qui m'a amené à découvrir mon intérieur, que on a une force incroyable humaine, qu'on est capable de passer à travers des épreuves incroyables. Puis la beauté de ça, c'est que j'ai fait les 7 sommets, 7 sur 7. Oui, c'est vrai, ça. J'ai comme réussi. La première fois que tu essayes la montagne, tu réussis. Puis j'étais le 2e Québécois à compléter les 7 sommets. Puis ça a pris du temps parce que Bernard Voyer, il a réussi ça, lui, à terminer les 7 sommets 10 ans plus tôt. Puis pendant 10 ans, aucun Québécois a complété les 7 sommets. Puis finalement, moi, en l'espace de 2 ans et 10 mois, je les ai toutes enchaînées d'une claque.
Et après ça, une fois que tu as complété les 7 sommets, tes 2 pôles, là, je veux pas qu'on s'étire là-dessus, mais il y a un beau livre que tu as édité, en tout cas qui est sorti, qui s'appelle « Au sommet », avec de superbes photos de ton ami Jean-Pierre d'Envoi. Ça aussi, c'est un autre défi, écrire un livre. Ben écoute, c'est sûr que moi, c'est un défi, oui, justement, parce que moi, je suis bien meilleur à grimper des montagnes. D'ailleurs, mon banquier m'avait dit pendant mon absence de l'Everest puis dans mes voyages, il dit, je comprends pas comment ça fait que ton entreprise a continué de progresser puis d'avoir du succès pendant ton absence. Il m'a comme tapé sur l'épaule en disant, continue de voyager, ton entreprise, ça va bien quand t'es pas là. Mais finalement, le livre, pour moi, ça a été comme complètement une nouvelle montagne à gravir intérieurement parce que sans aucune expérience, je me suis lancé dans le défi d'une écriture. Puis finalement, ce livre-là a été un succès sur toute la ligne. Puis ça m'a permis de vendre des conférences et d'avoir une carte de visite incroyable. Puis de pouvoir immortaliser mon défi des 7 sommets là, dans un livre qui est de toute beauté. Encore, quand je lis des extraits de ce livre-là, puis ça a été écrit avec beaucoup d'amour puis beaucoup d'humilité. Puis l'idée derrière ce livre-là, c'est de livrer un message que les êtres humains sont capables de réaliser des grandes choses, mais il faut avoir des buts, des rêves, faire des efforts, avoir de la persévérance, de la volonté, croire en ses rêves. C'est un message de courage, de persévérance, d'audace. Puis c'est un beau livre, je sais. Je sais qu'il est probablement plus disponible, là, mais peut-être en t'écrivant, on est capable de se procurer une copie. En ligne, oui, exactement. En ligne, il est disponible en ligne. On peut acheter une copie, des copies des livres numériques. Oui, exactement. Là, de l'autre côté de la pause, mon cher François Guay, on va continuer de parler sommet, mais on va surtout parler de collet avec notre ami Sylvain Bouchard. Sommet et collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes, brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Mr. Bouchard. En personne. En personne. Donc, on est dans les lagers aujourd'hui. On est dans les lagers, effectivement. Mais pas des lagers ordinaires, là, parce qu'il n'y a pas juste les lagers industriels, insipides sur le marché quand même. Ben, c'est le fun que tu commences comme ça, parce que dans la tête de beaucoup de personnes, les lagers, c'est des bières de soif, comme tu dis, insipides. Pendant longtemps, les lagers ont été cantonnés dans les bières des grandes brasseries partout à travers le monde. Il y a 2 familles de bières. Quand on parle de la bière en général, il y a les ales et il y a les lagers. Et sous chacune des 2 familles, il y a 50, 60 styles différents. Il y en a un paquet, oui. Mais les lagers ne sont pas que des bières blondes faciles à boire. Les ales, c'est le style de bière qui est brassé depuis le début depuis le début de la bière. Dans le fait, on n'appelait pas ça des ales, mais c'était des bières, des bières qui fermentent à température élevée. Puis même si on savait pas qu'il y avait des levures là-dedans, il y en avait, mais jusqu'au 15e siècle, partout sur la planète, on fabrique des bières à température plutôt élevée, qui sont des ales. Et il faut attendre 15e siècle, en Allemagne, en Bavière, certains brasseurs se rendent compte que la température influence souvent sur la qualité du produit. Ils se rendent compte que plus il fait chaud, plus la bière a tendance à virer, à se contaminer, à développer, on ne sait pas à l'époque c'est quoi, là, mais des bactéries, ouais, puis des trucs qui rendent la bière infecte. Et donc, pour contourner le problème, ils décident de brasser des bières plutôt l'automne et l'hiver dans les montagnes, dans les rocheuses, et surtout de les entreposer dans des grottes. Où ça reste frais. Pour ça reste frais. Et c'est comme ça que le terme lager vient qu'à naître. Lager vient d'un verbe allemand qui est stocker
et on dit lagern. Donc, les lagers étaient des bières qui étaient stockées pendant plusieurs mois pour rester au frais. Et tranquillement, il y a une nouvelle flore, une nouvelle levure qui est apparue dans les tonneaux, dans les grottes, et c'est devenu une souche de levure qu'on a réussi à isoler et qu'on utilise aujourd'hui pour faire des lagers. À l'époque, les lagers sont foncés. Parce que la première bière blonde, qui, soit dit en passant, était une lager, est arrivée en 1842. Mais avant ça, les bières sont brunes, les bières sont ambrées, les bières sont noires. Donc, les premières lagers n'étaient pas blondes. C'est quoi? C'est le grain, c'est la filtration? Dans le fait, c'est que pour stopper la germination du grain, on devait cuire le grain. Et on n'avait pas de technique qui nous permettait d'avoir une chaleur qui n'était pas directe. Donc, aussitôt qu'on mettait la céréale sur une plaque de métal, pour chauffer la céréale, avec un feu en dessous, elle virait foncée. Elle brûlait carrément. Donc, la céréale étant très foncée, la bière l'était elle aussi. Et il faut attendre le milieu du 19e siècle pour voir apparaître des nouvelles techniques qui ont été développées en Angleterre, où on commence à torréfier le grain avec des sources de chaleur non directes, ce qui va amener des grains pâles et tranquillement, qui va permettre de brasser des bières beaucoup plus pâles. Donc, les premières lagers sont pas claires, elles sont foncées. Une des particularités des lagers, parce qu'elles fermentent à température beaucoup plus basse, on dit que les lagers, ce sont des fermentations basses, contrairement aux ales où on dit qu'elles sont des fermentations hautes. Pourquoi? 2 raisons. Pour faire une ale, la levure va travailler dans une température qui est la levure va s'activer vers 20 degrés Celsius. Donc, les lagers, les ales vont fermenter entre 18 et 25 degrés. Les lagers, il faut qu'ils fassent beaucoup plus froid. La levure va s'activer à peu près à 10 ou 15 degrés Celsius. Donc, quand on dit fermentation basse, on parle de température basse, fermentation haute, température haute. Mais également, dans un fermenteur, une ale, la levure va se tenir en haut de la cuve. Elle part d'en haut, elle va chercher le sucre, elle remonte à la surface. Alors que dans les lagers, la levure va se tenir en haut et au moment où la levure va avoir terminé son travail, elle va descendre au fond de la cuve et elle va faire une sédimentation. La levure va se déposer dans le fond de la cuve. Donc, comme la levure se tient en bas et qu'il fait froid, on parle de fermentation basse, alors que dans les ales, la levure se tient en haut et il fait chaud. C'est aussi simple que ça. Toi, mon cher François-Guy, t'es un amateur de bière, de lager particulièrement? Oui. Lager de soif? En fait, j'adore les rousses, les blondes, les brunes. Ah ben là, OK, t'aimes la bière, là. mais je suis pas fou des bières noires ni des bières blanches. OK. Bon, ben ça tombe bien parce que j'ai 3 bières aujourd'hui, les 3 premières couleurs que tu as mentionnées. J'ai une blonde, j'ai une ambrée brune et j'ai une noire. Même si tu me dis que tu n'aimes pas les noirs, il y a quelque chose de le fun avec les lagers noirs, puis ben c'est ce que je vais vous présenter à l'instant. La première bière que je vous présente, ça tombe drôle parce que sans y penser, je viens de me rendre compte que les 3 bières que j'ai amenées viennent de 3 brasseries de la Nodière. La première est de Notre-Dame-des-Prairies. On pourrait dire en banlieue de Terrebonne, en banlieue de Repentigny. Tout près de Joliette, la capitale de la Naudière. La brasserie s'appelle Maltstrom et ils font que des lagers. Soit dit en passant, les gros brasseurs, au milieu des années 80, avant l'arrivée des microbrasseries, faisaient presque exclusivement des lagers. Et les lagers sont la famille de bières les plus vendues au monde. On dit que plus de 85% des bières qui sont consommées sur la planète sont des lagers. Pensez à toutes les bières asiatiques, les bières africaines, les bières d'Amérique du Sud. Pensez à Budweiser, Miller, Coors aux États-Unis, Kronenbourg, Carlsberg. Ce sont toutes des lagers. Donc forcément, comme les bières de soif sont des lagers, la plupart des brasseries font des lagers. Les microbrasseries, lorsqu'elles arrivent au milieu des années 80 aux États-Unis, au Canada et même au Québec, vont plutôt aller du côté des ales parce que les lagers avaient la réputation d'être insipides, sans goût, sans plaisir. Donc, les microbrasseries voulaient se démarquer. On dit, nous, on va faire des ales qui sont beaucoup plus goûteuses et ainsi de suite. Et depuis quelques années, les microbrasseries ont tendance à ramener des anciennes recettes de lager, mais faites avec des nouvelles
méthodes, c'est-à-dire c'est les mêmes recettes, mais des nouveaux instruments, des nouvelles compréhensions de ce que sont les lagers, et on a vraiment des lagers délicieuses qui ne sont pas que insipides. Et la première, la brasserie Maltstrom à Notre-Dame-des-Prairies, se spécialise dans les lagers. Celle que je vous présente, c'est vraiment fantastique. Elle est blonde et elle s'appelle Pilsner Czech. Les Pilsner sont des lagers. Lager, la famille, Pilsner, le style. C'est quoi une Pilsner? C'est une lager qui vient de République tchèque, d'un petit village qui s'appelle Pilsen. Donc, Pilsner veut dire Pilsen. Et ce que les Pilsner ont, elles sont toujours blondes. Elles sont blondes. D'ailleurs, la première bière blonde dans l'histoire de l'humanité que je disais tout à l'heure en 1842, c'était à Pilsen. Ça a été la première Pilsner dans la ville de Pilsen. La bière s'appelle Pilsner Urquell. Urquell qui veut dire de source originale. Donc, la première Pilsner, c'est la Pilsner Urquell. Alors, elles sont blondes. Une des particularités des lagers, pétillants. Les lagers sont beaucoup plus pétillantes habituellement que les ales. D'où la grande légèreté, la facilité à boire ces bières-là. On a moins une sensation de lourdeur puisqu'elles sont plus pétillantes. Une autre particularité... Ça a l'effet d'être désaltérant aussi. Beaucoup plus désaltérant parce que moins lourd. Donc, la Maltstrom Pilsner Czech. Pourquoi Czech? Parce que c'est une Pilsner de Pilsen, c'est la tradition. Une autre des trucs intéressants avec les Pilsner, les Lager Pilsner, comme celle que vous avez, si vous les sentez, c'est léger, c'est jamais fruité. On est plutôt dans un côté herbacé. On est dans et c'est le houblon qu'on utilise dans les Pilsner qui vient de République tchèque, un houblon qui s'appelle Saaz, S-A-A-Z. C'est un houblon qui donne des notes herbacées, on peut dire un peu poivrées, épicées et florales. Si vous sentez la bière, vous avez un nez, ça sent pas la rose, ça sent pas la tulipe, mais on sent bien un côté qu'on pourrait penser être originaire des fleurs dans cette bière-là. Tu y as goûté, tout en légèreté. Vas-y donc. Je sais pas, c'est-tu moi où il y a un côté quand même céréal qui est assez présent? Définitivement intéressant, surtout avec la Pilsner Czech de Maltstrom. Ils utilisent une technique de brassage qu'on appelle la décoction. Alors, pour faire de la bière, on doit mélanger la céréale, le malt et l'eau. On va mettre les deux ensemble dans l'eau pendant X nombre de temps. Ça peut prendre entre 45 minutes à 1 heure, 1h15. Lorsque la céréale est au contact de l'eau, tranquillement, l'eau va aller chercher le sucre dans la céréale. Le sucre devient soluble, va sortir du grain et, va aller dans l'eau. Le goût de la céréale va aller dans l'eau. La couleur de la céréale va aller dans l'eau. Beaucoup de brasseurs vont arrêter ça là, vont récupérer le jus qu'on appelle le mou. La décoction, ce que la brasserie Maltstrom fait avec la bière que tu as en ce moment, ils vont faire une deuxième et une troisième décoction. Ça veut dire qu'ils vont récupérer le mélange d'eau et de céréales, qu'on appelle la maïche, et ils vont rebouillir la maïche. Donc, ils vont créer un effet de caramélisation. Ils vont accentuer la saveur sucrée de céréales. Donc oui, les Pilsner tchèques ont souvent une technique, utilisent souvent la technique de double ou triple décoction qui va accentuer cette sensation de céréales-là. Ou on va souvent avoir des Pilsner qui n'ont pas nécessairement la décoction, mais on va dire qu'elles sont croquantes. Une des particularités des Pilsner et surtout des lagers, c'est vraiment, elles sont beaucoup plus nettes. Le goût est plus franc. Pas un goût de fruits, c'est vraiment une netteté. Les Anglais vont dire clean and crisp. Donc, la bière, elle est croquante. La bière, elle est, on va dire, une saveur beaucoup plus nette. Et c'est ce qu'on a avec la bière Maltstrom Pilsner Czech. Tout à fait. Et là, tu en as une seconde, toujours dans la Naudière. On est dans la Naudière. On est du côté de Joliette, la pionnière des brasseries à Joliette, qui s'appelle l'Alchimiste. Une recette qui brassent depuis leur tout début. Ils ont récemment refait la recette. Oui, ils l'ont améliorée, disons-le comme ça, parce que, améliorée un petit peu plus au goût du jour, disons. Ouais, dans les faits, ils ont changé un peu la teneur en céréales et surtout le houblonnage de cette bière-là. Originalement, cette bière-là s'appelle encore Bock de Joliette. Bock, c'est pas juste le verre. Pardon. Bock est un style de lager. Alors, on vient de goûter une Pilsner, c'est une lager, qui ressemble au Pilsner, mais un petit peu plus foncé. Vous avez les Vienna.
qui vient de la ville de Vienne. Vous avez également les Marzen, qui sont les bières de mars. Vous avez également les Oktoberfest, qui sont hyper populaires lors de l'Oktoberfest à Munich. Marzen, viennoise et Oktoberfest, un petit peu plus foncés que les Pilsner. Ensuite, on tombe dans les Bock. C'est quoi une Bock? C'est une lager brune. Ici, la version alchimiste, un peu trop pâle pour le style Bock. Les Bock, c'est des brunes. Souvent, des gens qui me disent « Ah, j'aime pas la bière », je vais leur proposer une Bock. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus foncée, elle est donc beaucoup plus sucrée. On perçoit très peu le malt, c'est-à-dire le houblon dans la bière. Alors que la première, elle avait une finale bien sèche, une belle amertume franche. Eh bien, les Bock, on n'a pas ça. Parce qu'elle est beaucoup plus caramélisée. Exactement. Elle l'est moins qu'elle l'était. Elle l'est moins qu'elle l'était. Vois-tu, j'ai pas goûté avant de te la présenter et lorsque je l'ai coulée, j'ai fait « Oh my God, elle est beaucoup plus pâle qu'à l'époque ». Une Bock, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle des brunes au Québec, une rousse. Donc, c'est le côté caramel qui ressort et donc beaucoup moins amer. Par contre, contrairement à la plupart des bières rousses qu'on boit, qui sont des ales, ben les Bock ont l'avantage d'être des lagers. Et les lagers, grande effervescence, beaucoup plus facile à boire, beaucoup plus léger. Et les Bock vont aller de 6 à 8 % d'alcool. Et lorsqu'on tombe en haut de 8, on tombe dans les Doppelbock. Ça veut dire une Bock double, donc 8, 9, voire même 10 % d'alcool. Beaucoup plus sucré, beaucoup plus alcoolisé. Et on a également une déclinaison qui s'appelle la Eisbock. E-I-S, donc la glace, Bock. Une Bock de glace. C'est un peu le même principe que les cidres de glace ou les vins de glace utilisent. Une fois que la bière elle est faite, on va les exposer au froid. On va faire cristalliser l'eau qui reste dans le liquide. On va le retirer. Ce faisant, on accentue le sucre et l'alcool et l'on se ramasse à des bières beaucoup plus sucrées et beaucoup plus fortes en alcool, beaucoup plus faciles à boire en petite quantité. Et puis, il y a également les Maibock et les Festbock. Ah, ça finit plus? Ben non. Alors, Bock, c'est probablement le style de lager le plus éclaté. La Maibock, la Festbock, la Bock, la Fest gauche, la Fest droite. Merci, bonsoir. Une petite dernière? Ben oui! Parce que, oui, on a tendance à penser que les lagers sont des bières blondes de soif. C'est pas le cas. On vient de le voir avec, entre autres, les Bock. Il y a un autre style de lager qui gagne en popularité et beaucoup de gens savent même pas que c'est une lager et c'est dû à son nom. Cette bière s'appelle les Baltic Porter ou en français les porteurs baltiques. Et c'est ce que je vous présente. La bière vient de la Valtrie, brasserie Hopfenstark. La bière s'appelle Baltic Porter Scandinave. L'histoire de ces bières, les Anglais, à la fin du 18e siècle, fin des années 1700, décident d'exporter leurs bières, les porter, qui sont des ales. Par contre, on décide de sortir du Royaume-Uni et on décide d'aller plus du côté de la mer du Nord. Donc, le voyage est beaucoup plus long. La bière se conserve très difficilement. Donc, du porter qui a 4 ou 5 % d'alcool, on va augmenter son taux d'alcool, puisque l'alcool est un agent de conservation naturelle, et on va surtout augmenter sa quantité de houblon, puisque le houblon est aussi un agent de conservation naturelle. Donc, d'un porter peu amer et peu alcoolisé, on passe à un porter très amer et très alcoolisé qui supporte bien le voyage. On arrive en Lituanie, on arrive en tous les pays de la mer du Nord, là où notre ami pourrait vraiment aller monter des icebergs. Et les gens de la place adorent ces produits-là. Ça devient vite très populaire. Et localement, on va se mettre à brasser ces bières-là. Mais localement, on fait des lagers. Donc, on a pris l'idée d'une porter forte, mais qu'on va faire en version lager. Donc, on a toutes les propriétés qu'on aime d'une porter, le torréfié, le grain grillé, le chocolat, le café, un petit fond de caramel, des notes un peu fruitées, mais en version lager. Beaucoup plus pétillante, beaucoup plus nette, beaucoup plus franche et tu peux le voir avec le produit qui est devant toi. Moins licoreuse. Beaucoup moins licoreux parce que plus pétillante. Le corps est beaucoup plus mince malgré son taux d'alcool qui est plus élevé. C'est bon, ça? C'est bon, hein? là, vous avez pas vu le visage qu'il a fait, mais il a vraiment dit « c'est bon, ça », avec les yeux qui allaient avec. Donc voilà les lagers. Donc, oubliez l'idée d'une lager bière de soie facile et insipide. Les lagers peuvent être bien d'autres choses. Allez voir votre détaillant de bière spécialisée locale, demandez-lui de vous faire découvrir le monde des lagers et vous direz comme tout le monde, lager,
c'est pas une raison pour se faire mal. Au contraire, Ah, je pense ça nous que fait du bien. ça va vous faire du bien. Merci, Sylvain Bouchard. Ça me fait du bien. Encore une fois. Ça me fait plaisir. Encore une fois, très instructif. J'espère que notre ami François Guy a appris des choses. En tout cas, moi, j'ai encore appris des choses. Et chaque fois, c'est un bonheur de découvrir ce monde-là. Des bières, puis là, cette fois-ci, des bières de chez moi, de ma région. Oui. Génial. François Guy, on est de retour avec toi. On va continuer avec tes sommets, mais là, avec un projet bien particulier que tu as lancé il y a déjà quelques années. Ça passe tellement vite. Parce que tu as fêté ton 55e anniversaire et tu voulais, pour ça, réaliser 55 montagnes, 55 ascensions pour tes 55 ans. Et là, faut le dire, il t'en reste déjà juste 13 à faire. Tout ça avant, tu as commencé en 2019, hein, c'est ça, juste avant la pandémie. Septembre 2019. Donc, en septembre prochain, ça va faire 4 ans. Donc, c'est ça. Donc, oui. Et tu t'étais donné 5 ans pour le faire. 5 ans, oui. Fait que ça va très bien. J'étais 42 de fête. Je suis vraiment content. Ça m'a permis d'avoir une comment je pourrais dire ça? Donc, c'est qu'il y a toujours, derrière chaque montagne, se cache une autre montagne. Et des fois, dans la vie d'un alpiniste, on est souvent, on met tous nos œufs vers un projet, on s'en va on se dit, là, on s'en va monter une montagne, puis là, après ça, on revient, puis là, on pense quelle autre montagne qu'on irait bien faire, puis finalement, on perd beaucoup de temps. Tandis que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une liste d'à peu près une centaine de montagnes, puis je me suis dit, je veux faire 55 montagnes en 55 mois autour du monde en 5 ans, puis ça a comme... ça m'a poussé à enchaîner, puis à garder la forme, puis à voyager autour du monde. Puis je pense que le message que je retiens de ça, c'est que c'est bon de se faire des listes de choses à faire. Ça nous permet de les réaliser pour vrai. Tu sais? Tant que tu les as pas écrits, puis tu n'as pas fait de plan, c'est toujours, peut-être. Mais si tu te fais une liste officielle, écoute, il y a des grosses chances que tu réalises quand tu te fais une liste écrite. Là, dans ces 42-là que tu as réalisés jusqu'à maintenant, tu as quand même des coups de cœur plus que d'autres, même si c'est toutes des belles montagnes. Mais tu m'avais parlé, entre autres, de ton ascension au Pérou. Oui. D'ailleurs, c'est l'été dernier, je suis parti avec Alfred Boivin, puis on est allé faire l'Alpamayo, qui est reconnu mondialement comme étant l'une des plus belles montagnes du monde. C'est un sommet de 5897 mètres. Fait que c'est un sommet qui est en haute altitude. Ça nous a pris 8 jours pour faire l'aller-retour, puis d'atteindre le sommet. Ça a été pour moi un accomplissement. Et puis, tu sais, même si tu as fait l'Everest, là, chaque montagne après, même si elle est plus petite, l'important, c'est la beauté de la montagne. Les gens me disent toujours, ouais, tu as fait l'Everest, qu'est-ce qui te reste après? Des montagnes sur la Terre, il y en a plein. Mais dis-moi donc, quand tu dis les gens disent que c'est une des plus belles montagnes du monde, après que tu aies fait les 7 plus hauts sommets sur les 7 continents, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tu reviens et tu dis, hey, wow, pour moi, c'était un accomplissement. Qu'est-ce qu'elle a, cette montagne-là, qui permet de la classer comme parmi les plus belles? Premièrement, elle a été identifiée dans plusieurs magazines, plusieurs livres, dans la liste là, de plusieurs grands alpinistes, l'Alpamayo figure dedans. Fait que c'est rendu un icône, c'est un peu comme le Cervin en Suisse, c'est comme Assiniboine dans les Rocheuses canadiennes, c'est comme le El Capitan au Yosemite. C'est des gros icônes, là, c'est des montagnes, des gros symboles. Le Kilimandjaro en Afrique, le mont Everest au Népal. Il y a de ces montagnes-là que par leur forme ou par leur altitude, mais l'Alpamayo, c'est pas l'altitude,
c'est sa forme, c'est sa beauté. Ça a l'air d'une princesse voilée blanche qui t'accueille les bras ouverts. C'est épouvantable, la beauté de cette montagne-là, là. Oui, parce que c'est une montagne, tu parlais de 700 mètres, là, 800 mètres. Il y a quand même une portion, une fois, en fait, vers le sommet, qui se fait vraiment en escalade de glace, non? Oui, là, il y a 8 longueurs de corde, là, assez... écoute, c'est 8 belles longueurs de corde. C'est comme faire la chute Montmorency 8 fois, là. Fait que t'es en haute altitude, là, puis il faut que tu mettes des vis à glace, puis t'es sur la pointe de tes crampons avec tes piolets, puis là, tu montes. C'est quelque chose. Puis quand t'arrives au sommet, t'es comme encastré dans des cannelures géantes de glace avec des corniches. Le décor est féerique, c'est magique, c'est de toute beauté. Puis il nous est arrivé une petite histoire anecdotique. C'est que moi, je me suis gelé les orteils parce que le manque d'oxygène, l'altitude fait en sorte que la circulation est un peu plus difficile au niveau des orteils puis des doigts, surtout que tes pieds vont enfler, fait que tes bottes vont devenir un peu plus serrées, la circulation se fait moins bien. Fait que je me suis gelé les pieds tout de suite en partant le matin, en sortant de la tente. Je suis resté les pieds gelés pendant 3-4 heures. Quand je suis arrivé dans le mur principal, ben j'ai dit à mon partenaire, j'ai dit, écoute, je peux plus continuer les pieds gelés comme ça. Fait que là, j'avais appris une technique, c'est que tu enlèves tes bottes puis tu mets un pied sur le ventre là, d'un compagnon. Puis c'est ça que j'ai fait. J'ai mis mon pied, un pied à la fois, en dessous de ses vêtements, sur son ventre, pendant 5 minutes. Chaque pied, on dégelé. Après ça, j'ai remis mes bottes, je suis reparti avec le gros sourire, puis on a atteint le sommet. Wow! Tu me l'avais pas compté, celle-là. Ah, quand même. D'autres montagnes qui ont marqué mes 55, c'est les Tricimas de Lavarado en Italie, dans les Dolomites, où j'ai passé 22 heures à escalader, 22 longueurs de corde avec des longueurs en 5-12. Ça a été extrêmement difficile. Là, j'étais avec 5-12, François Guy, je t'arrête. Je veux juste expliquer parce que probablement que même mon collègue ne le sait pas, mais 5-12, là, c'est le degré de difficulté de la grimpe. Hein? C'est coté. Il y a des cotes européennes, des cotes américaines, mais là, on parle de 5-12. Ça, c'est une cote qui est difficile. Ça passe de 5-0, le plus facile, jusqu'à 5-15. Puis là, ben, on arrive à 5-12, là, puis c'est des petites prises, c'est comme une carte de crédit qui est collée au mur, puis il faut que tu tiennes sur des petites prises minuscules. Fait que c'est dur pour les doigts, c'est dur pour les bras, c'est dur pour le corps. Mais on a réussi à faire l'ascension. Ça a été une des montagnes marquantes aussi. Il y a aussi le Cotopaxi en Équateur, qui a été une belle ascension. Le Pico de Orizaba au Mexique, avec les plus beaux couchers de soleil du monde. Et puis, tout récemment, je suis retourné au Mexique faire une voie de 22 longueurs de corde avec des passages de 5-12, Time Wave Zero, une des voies qui était dans ma liste puis que je suis vraiment content d'avoir coché. La corde mesure 60 mètres, là. Pour ceux oui. qui sont pas là. Écoute, celle-là, ça nous a pris 13 heures d'escalade, là, soutenue, là, sur le bout des doigts, là. 13 heures à se tenir sur le bout des doigts. Non, mais c'est tout ça. Puis j'ai fait des belles montagnes dans les Rocheuses canadiennes, là, des parois de glace comme Hydrophobia, Whipping Wall. Juste revenir sur le nom de Hydrophobia. Ça, c'est pour ceux qui ont la peur de l'eau. Parce que cette cascade de glace-là, c'est une chute qui est formée par de la glace qui coule, de l'eau qui coule, qui se forme en glace. Mais en haut, il y a un bassin d'eau qui se forme. Puis c'est comme une grosse piscine hors terre qui éclate une fois de temps en temps. Fait que là, t'es en train d'escalader, puis la piscine hors terre éclate en haut. Tu reçois une douche d'eau froide. Pour ceux qui l'ont baptisé Hydrophobia, parce que les premiers ascensionnistes avaient
grimper au moment où la piscine hors terre éclate. Wow. Ils ont reçu toute la chute d'eau sur la tête. Aïe, aïe, aïe. Ça s'est transformé rapidement en glace. Fait que c'était comme glacé après ça, t'as tout mouillé. Est-ce que c'est unique au monde, ce phénomène-là, ou ça se reproduit ailleurs? Ah oui, hein? Ah oui. Écoute, ça prend les conditions parfaites pour former une genre de piscine hors terre naturelle d'eau et de débris de montagne. Puis là, quand ça vient à son rempli, ça éclate. C'est comme un barrage qui éclate en haut. Fait que toi, tu dois rigoler quand tu vas dans un parc aquatique puis que dans la section enfant, il y a un petit tonneau qui se remplit d'eau puis qu'aux 10 minutes, qui se vide sur la tête du monde. C'est pas... Ça a été pour moi quand même une peur. Là. Aïe, aïe, quand aïe. tu grimpes cette voie-là, t'as comme un épée Damoclès sur ta tête en haut. Tu sais pas si ça va t'éclater dessus ou pas. Fait que quand tu arrives en haut, déjà, tu restes pas longtemps, tu redescends, puis tu te tasses de là au plus vite. Parce que ça, il n'y a pas d'indice pour se préparer à ce déversement potentiel. Indice. C'est comme jouer à la roulette russe. Oui, parce que au moment où tu reçois la cascade sur toi, tu deviens... t'es dans la cascade, le temps que ça dure, puis après ça, c'est toi qui vires en glace, là. Oui, mais écoute, t'es chanceux de tenir... T'es chanceux de tenir si jamais il y a beaucoup d'eau puis des gros morceaux. Et c'est sûr que là, tu pars en bas, là, tu sais, c'est tout arrache, là. Il n'y a pas de vis assez longue pour te garder là. Non. Hey, tu te vois où, François-Guy, à 70 ans? Ben, écoute, Là, je veux juste dire aux gens que t'es pas rendu là encore, là. Non. Mettons, dans 11 ans, je me vois à 70 ans, toujours très actif, très sportif, encore à faire de la marche en montagne, de la randonnée, du ski de fond, encore de l'escalade, mais à moins haut niveau, mais à donner des conférences, puis à profiter de la vie. J'imagine que je vais avoir pris ma retraite, puis que je serai plus l'opérateur de toutes mes activités d'aventure, comme le Rock Gym, les Palissades, puis la Vallée Bras-du-Nord. J'imagine que je vais avoir des jeunes qui vont prendre la relève de mon école d'escalade et tout ça. Là. T'as quand même des modèles, là. On en connaît, moi aussi, des gens qui ont ça, 70 ans, même plus, puis qui sont encore très, très actifs en montagne. Oui, ben oui. Moi, c'est sûr que Jean-Sylvain, ça a été mon modèle, mon père spirituel de l'escalade au Québec. C'est lui qui a fait les premières ascensions aux Palissades, au Cap-Trinité, dans les Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie, dans le parc des Grands-Jardins. C'est lui qui a fait la première ascension de la chute Montmorency en 1972. Fait que c'est sûr que lui, c'est le modèle québécois d'escalade des années 60-70. Là. Ça a gravé comment on pourrait dire, mon imaginaire. Puis c'est devenu un ami, un père spirituel. Par la suite, ben j'ai des gens qui sont très actifs, même passé 70 ans, comme un Québécois, Montréalais, Jean-Pierre Danvois, qui continue de faire des ascensions à la Concagua, au Kilimanjaro, puis amène des clients au camp de base de l'Everest. C'est un bon ami à moi, puis... Écoute, malgré la 70 ans et plus, il est très actif. Fait que c'est courage. Ça donne le courage, ça donne un petit peu, comment on pourrait dire... une perspective. Ça ouvre des portes. Faut rester actif, puis faut rester jeune d'esprit, puis jeune de corps, puis de pas avoir peur de sortir, faire des activités sportives, malgré qu'on a 70 ans. Ça, c'est ton grand conseil de jamais arrêter. Auras-tu un ou deux autres conseils de pro là, à des jeunes alpinistes qui voudraient se lancer sur les hauts sommets? Ben, il faut y aller étape par étape. Faut pas trop non plus là, viser trop haut rapidement. Commence par faire des plus petites montagnes, établis de la confiance. Après ça, faisant une plus dure. Quand que les enfants viennent d'escalader la première fois au Rock Gym, là, ben, je leur fais faire une voie facile pour qu'ils se sentent bons, puis qu'ils aient le goût d'en faire un autre plus dur après. Mais si tu commences trop vite avec une voie difficile, tu vas dire,
Je suis pas capable, je serai jamais bon. Fait qu'il faut toujours commencer par des petites ascensions faciles, puis d'avoir le goût d'en faire une plus dure que l'inverse. Tout à fait. Là, bon, tu parles du Rock Gym. T'es pas en pleine rénovation, là? Tu t'en vas vers la version 3.0? Ben oui, cette année, c'est la 30e anniversaire de la création du premier centre d'escalade au Québec, le Rock Gym, situé près du centre Vidéotron à Québec. Puis là, ben écoutez, comme toute entreprise, tout commerce, à un moment donné, doit faire des transformations, des rénovations. C'est à notre tour. On veut annexer un pub alpin, un genre de petit pub terrasse avec une clientèle de sportifs qui aiment l'aventure puis le plein air. On va organiser un paquet d'événements qui va regrouper la communauté de plein air à Québec avec toutes sortes de soirées conférences, des soirées, des après-ski, des après-montagne, des après-vélo de montagne, des après-randonnées. Une place sympathique pour prendre une petite bière en même temps. Exactement. Et là, tu vas m'avoir. Moi, un pub alpin, là, ça me parle. Yes. Ouais, puis il y en a pas. En tout cas, ça serait une première, je pense, hein? Oui, ben c'est ça. C'est une. T'es bon des premières. Les sports d'escalade, en ce moment, c'est rendu une discipline olympique. Il y a beaucoup de centres d'escalade qui s'ouvrent en Amérique du Nord, puis c'est souvent avec un annexe de café-bar. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, là, c'est vraiment quelque chose qui les attire. C'est le côté escalade, sport, mais aussi d'après prendre une petite bière. Sociale. Puis de déguster une bonne lager, là. Hey, François-Guy, si on veut te suivre et en apprendre davantage sur toi, on fait ça où? François-Guy Tivierge sur Facebook, puis sur Instagram. Ça, c'est pas mal, là. Vous pouvez voir, là, mes partages de montagne autour du monde, là, puis c'est pas mal là. Et ton site web aussi, non? Journal de Québec, Journal de Montréal, à tous les mois, on sort un double page avec une montagne qui est présentée au lecteur pour donner le goût d'aller escalader des montagnes un peu partout dans le monde. Hey, merci François-Guy Tivierge. Un grand plaisir de te retrouver encore une fois. Et puis, je le rappelle, là, si vous êtes dirigeant d'une entreprise et que vous voulez recevoir François-Guy en conférence, vous n'avez qu'à communiquer avec lui. Ça se fait assez facilement. Salut, mon cher. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Merci, Alexis. Salut. Merci Sylvain Bouchard. Merci encore une fois pour tes conseils. Toi aussi, conférence, hein, animation, oui, d'événements. Moi aussi, d'ailleurs, je le dis en passant comme ça. Merci à nos commanditaires Unibrou et Telloc. Et je t'invite à m'écrire, peu importe le sujet, à alr@alexislerandonneur.com. Et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et récemment TikTok, @alexislerandonneur. C'est super facile. Merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu, sommet ou collet. Je te dis à la prochaine et surtout, top rando! Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.